Et c'est Valérie Snitter que nous accueillons, qui est ingénieure en chef de la ville de Paris, qui est chef de projet urbain à la direction de l'urbanisme de la ville de Paris et qui a en charge le GPRU, donc le grand projet de rénovation urbaine de la résidence Edmond Michelet. Voilà, on va vous équiper de tout ce qu'il vous faut. Alors, Valérie, cette résidence Edmond Michelet, donc dans le 19e arrondissement de notre capitale, est-elle pour vous une expression de la modernité de l'époque ? Alors effectivement, il s'agit d'un ensemble des années 70 qui se situe à Paris, dans le 19e arrondissement, et sur lequel on avait construit des logements de qualité. Et il se posait la question dans la fin des années 90 de réintervenir sur tout cet ensemble parce que la dégradation avait commencé à s'installer et il y avait aussi des richesses. Donc moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut faire de ces qualités architecturales, cette qualité paysagère, un atout et qu'il ne faut pas forcément dénigrer ou expliquer qu'à partir du moment où il y a des tours, que c'est effectivement des secteurs dangereux dont l'architecture n'est pas intéressante. En fait, c'est des quartiers très riches, aussi bien au niveau des habitants, des associations. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de démontrer. Mais il y a beaucoup de travail quand même. Hein. Il y a beaucoup de travail et d'argent. Et d'argent. Formidable. On sait où est l'argent maintenant. Hein. Alors en fait, un grand projet de renouvellement urbain, c'est quoi ? Ça a été lancé en 2002 par la ville de Paris. C'est des projets à la fois urbains et sociaux. On a voulu travailler les deux en même temps. Et donc, en fait, on en a 11 dans Paris. Donc moi, je suis la petite jaune, mais il y en avait ailleurs dans Paris, donc vous arrivez à repérer où c'est. Là, on a donc en gros 10 hectares qui ont été construits. Et un projet quand même de 155 millions d'euros avec des subventions de l'État, mais vous voyez, 6%, pas grand-chose. Donc beaucoup d'investissements publics, parce que ça valait le coup. Ces investissements, je pense qu'on les aurait faits, mais de façon désordonnée. Et là, l'idée, c'est de dire, on agit un grand coup pour pouvoir, comment vous expliquer, agir à la fois sur les écoles, les logements, les voiries, les espaces verts. Dans la ville normale, entre guillemets, parce qu'on est avec un quartier un peu spécifique, il y aura un coup la voirie, après l'école. Là, on a vraiment une action d'ensemble et l'idée, c'est d'avoir une cohérence de l'investissement. Voilà. C'est un projet qui est bien avancé actuellement. Qui a démarré quand ? Qui a démarré donc au niveau opérationnel en 2003. On a dû arrêter pendant 3 ans par rapport à des problèmes de pollution de sol, je vais vous en parler. Et on a repris les travaux en 2007 et c'est en train de s'achever. Donc en fait, au niveau historique, on se situe, on est à la limite extérieure, on sort de Paris. C'est quand on prend la rue de Flandre, on va vers le parc de la Villette. Et en fait, on se situe, donc c'est ce qui est entouré en bleu. Et ça a été donc des champs, puis après une usine à gaz. Donc en fait, on fabriquait du gaz à partir de charbon pour pouvoir alimenter la ville. Donc c'est un secteur industriel. Vous voyez là sur la carte, ce sont les anciennes fortifications de Paris. Donc on sortait de Paris. Voilà, donc là vous avez une photo aérienne. On voit qu'on est limité par les voies de chemin de fer. En fait, c'était un bout de Paris. Personne ne passait là-dedans. Et en fait, on n'y allait que si on avait quelque chose à y faire. Donc c'était un secteur qui souffrait d'enclavement et de refermement sur lui-même. Au niveau social, donc on avait relativement une certaine pauvreté, une population jeune, mais aussi beaucoup de personnes relogées en fait dans les années 70 qui venaient en fait des halles qui étaient en rénovation, de bâtiments insalubres, donc qui étaient très contents d'arriver là. Puis après, comme c'est des grands logements, il y a beaucoup de familles qui sont venues s'installer. Et donc, du coup, ça a commencé à engendrer une certaine forme de dégradation de l'image du quartier. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans le cadre du projet urbain et social, on a agi aussi au niveau social pour soutenir par le lien social les habitants. Ça en fait, c'est donc dans notre secteur, en fait, on a le tramway qui passe de l'autre côté des chemins de fer. Il y a une nouvelle gare qui est en construction à RERE, donc c'est un quartier qui était enclavé et va être relié par les infrastructures. Donc en fait, on prépare avec ce projet urbain le désenclavement et le fait de pouvoir profiter des infrastructures. Exactement. En fait, on a Paris Nord-Est, qui est un grand secteur en fait, qui est de l'autre côté des voies de chemin de fer. Donc on a 200 hectares
qui se déroulent en fait. Il y a 9 secteurs d'aménagement qui partent en opérationnel à chaque fois qu'on est prêt. Et en fait, on est rejoint par la ville qui va se développer le long du périphérique et des infrastructures. Donc c'est un autre projet, mais qui du coup va permettre aussi de relier en fait à la ville. Donc on se situe dans cette grande dynamique, on va dire, même au niveau Aubervilliers, du centre commercial du millénaire. Enfin voilà. Donc Vous voulez dire que les projets se rejoignent, c'est ça? Exactement. Et donc on passe d'une situation où on était au bout de quelque chose, où on va devenir au milieu. Et donc il faut pouvoir travailler pour être au milieu. Voilà. Donc, quand vous voyez les immeubles, c'est de ça dont on parle. Donc voilà, c'est cette. Donc vous avez derrière, Madame, là la maquette de ces tours. Donc voilà. Donc c'était des logements de bonne qualité. Ils sont noirs et blancs. On peut les voir quand on est sur le faisceau ouest de chemin de fer. Quand on prend le train, on passe juste à côté. Et puis voilà, des équipements mis un peu au milieu. Beaucoup d'espace finalement, mais pas très bien utilisés. On voit les espaces libres. En fait, il n'y avait pas tellement de construction, mais beaucoup, quand on parle des espaces extérieurs, on était dans un idéal de nature. Au départ, il y avait beaucoup de nature, et puis au fur et à mesure, il y a eu beaucoup d'espaces instabilisés, tout le monde se perd, les gens ils n'arrivent jamais à se repérer, plein de circulation piétonne partout. Donc on était dans une ville apaisée, que les habitants apprécient beaucoup, les enfants jouent dans la rue, mais par contre tout le monde est perdu, et ça crée un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez c'est un peu ça, pas... la ville moderne. Exactement. Et quand vous ne connaissez pas, du coup, voilà, il y a Darty, il vient, il pète un câble parce qu'il n'arrive pas à trouver, parce que c'est 73 rue Curial, mais en fait il y a 4 tours sur le 73 rue Curial, donc c'est 400 logements. Donc, voilà, donc beaucoup de problèmes de repérage. C'est une ville sans adresse, sans véritable adresse. On a créé des adresses dans le cadre du projet, et puis relativement inhospitalière. Quand vous voyez la photo en bas à gauche, c'était l'école. Vous voyez le mur, genre prison et tout. Enfin, voilà. Et donc, vous savez aussi en matière de sentiment de sécurité, quand vous avez un commerce, on aurait des commerces là, la personne qui est dans le commerce regarde et surveille un peu la rue. Donc en fait, ça s'appelle la prévention situationnelle. Bon, c'est un grand mot, mais en fait, ça veut dire qu'on se sent en sécurité parce que quelqu'un peut regarder. Donc il n'y aura pas de passage à l'acte éventuel, et surtout, on se sent en sécurité. Donc on a beaucoup travaillé cette dimension parce qu'il n'y avait pas de problème lié à la sécurité, mais par contre, on avait un sentiment d'insécurité qui était généré par le fait que les gens étaient perdus dans un univers où ils n'avaient pas de repères, et puis en plus par ce côté un peu, austère, on va dire. Vous ne nous donnez pas envie d'y aller, hein. Mais vous allez voir après. Donc le projet urbain, en fait, on a créé donc on a surtout limité les espaces qui étaient liés au logement, pour pouvoir en fait avoir un minimum d'espace en fait entretenu par les charges des locataires, parce qu'il y avait un défaut, on peut dire, d'entretien, parce que c'est les locataires qui, avec leurs charges, payaient énormément d'entretien. On a cherché, alors ça c'était le projet initial, après la vraie vie a fait qu'on a un peu évolué, on a cherché à construire en bordure de voies, et on a rendu public les voies qui sont intérieures, là le T, pour pouvoir donner en fait ces repères par rapport aux problèmes qu'on avait vus. Donc en fait, en termes de construction, vous voyez, au départ, vous aviez la tour, rien. Et donc en fait, quand on est piéton, on ne se sent pas forcément très bien. Quand la rue est éclairée, du coup, ça ne se réverbère pas sur la façade, on a une zone d'ombre, donc ce n'est pas très agréable. Donc on a créé des équipements en bordure de rue, qui vont jusqu'à la rue, et qui permettent de créer une façade. Donc il y a une échelle intermédiaire entre la tour et puis les bâtiments. En parallèle, il y a certaines résidences où il y a eu des grilles. Mais on a voulu que les grilles soient liées à des jardins et que ce ne soit pas de la grille sèche, sachant que quand vous avez dans le 19e, vous avez une forêt de grilles, tout le monde a son modèle. Qu'est-ce que vous appelez grille sèche ? La grille, et puis rien derrière. Vous voyez à peine, enfin pas d'aménagement paysager, pas qualitatif. Donc c'est une forêt de grilles au nom d'un sentiment de sécurité qui est absolument pas réel, parce que s'il y a un problème de sécurité, les policiers à l'intérieur, ils sont un peu plus prisonniers que s'il n'y en a pas. Donc ça c'est plutôt... Voilà, par contre, on a l'impression, ça permet de différencier l'espace public, qui est la rue, et on entre dans une résidence. Donc du coup, les gens se disent bonjour. S'il y a les jeunes, les petits-enfants qui font des dégâts, les personnes un peu plus âgées qui passent disent mais non, mais attention, tu fais attention. Le gardien, c'est chez lui, alors qu'avant, c'était chez personne. Donc voilà. Donc il y a un travail par rapport au bâtiment.
un travail par rapport à la rue. Vous voyez la façade, ce que je vous ai montré, là, le mur inhospitalier. Maintenant, l'école, elle est là, avec 3 ouvertures, parce qu'en fait, il y a 3 écoles qui donnaient sur la même ouverture, donc en plus, c'était illisible. Donc, on a une façade qui est très apaisante. Et vous avez un avant-après, c'est-à-dire avant, vous aviez une grande rue avec une barrière, et on en a fait une rue avec du pavé et les modèles d'éclairage qu'on a dans tout Paris. Donc, on a fait une rue parisienne en termes de... comment dire, d'aspect, oui, d'image. d'image, et puis en termes de gestion. Ça veut dire que du coup, la police peut intervenir. Alors qu'avant, comme c'était une voie privée, enfin voilà, les pompiers pouvaient intervenir, mais la police, non. Voilà. Donc du coup, on a repris, nous, en gestion publique, quelque chose qui desservait une école qui est nécessairement, normalement, publique. Voilà. Ça, c'est les services techniques municipaux, donc à gauche, avant, après. Alors là, c'était un bâtiment industriel, vous voyez un peu, on se demandait ce que ça affichait là, qui occupait une parcelle gigantesque. Et donc, du coup, on a un peu compacté les services et on a fait un bâtiment bois qui est assez joli et qui, là aussi, n'est pas en retrait de la rue, mais donne un sens à la rue, c'est-à-dire qu'il y a un alignement sur la rue. Ça, c'était notre gymnase scolaire, et lui aussi, on l'a fait avancer sur la rue. On n'a pas démoli, on a juste fait une extension, en fait, sur la rue. Ça, c'était le terrain sport à gauche, avant une aire instabilisée, avec 3 tables de ping-pong en béton, et on en a fait un terrain avec un sol souple pour pas que ça fasse de bruit pour les habitants, et puis un bâtiment en bois avec des salles de sport pour protéger phoniquement des logements. Alors ça, c'est intéressant. On ne le voit pas quand on est piéton, mais c'est à qui appartient le terrain. Donc à gauche, vous avez ce qui était avant et après ce qui est après. Donc avant, en fait, on avait des trous pour les équipements publics et les jardins, mais tout était entretenu par les charges des locataires. Donc toutes les voies étaient piétonnes et gérées par le bailleur. Sauf que les charges des locataires, elles n'arrivaient pas à couvrir aux frais, notamment là maintenant pour faire les travaux de renouvellement, c'était beaucoup trop cher. Et puis en plus, par rapport à la police, par exemple, ça pose des questions, des problèmes, quand effectivement, ce n'est pas une voirie publique. À droite, vous avez après, donc on a récupéré les voiries. Il y a eu un système où en fait on a limité l'espace autour des tours, donc on a pris 6 mètres, parce que dans le plan local d'urbanisme, quand on ouvre une fenêtre pour un logement, pour un bureau, pour une chambre, un séjour, il faut 6 mètres devant, parce qu'on estime que c'est un peu une distance, vous voyez, de mise à distance, et que c'est nécessaire pour respirer. Donc on a dit, il faut la même chose avec nos futurs jardins. Donc vous voyez, du coup, il y a des petits plots qui correspondent à l'espace en fait lié au logement, et c'est la ville qui récupère énormément de foncier à entretenir. Du coup, c'est des charges pour nous, mais d'un autre côté, c'est normal que la puissance publique soit gestionnaire de ce genre d'espaces qui sont publics. Et l'avantage, c'est que du coup, on crée de nouveaux jardins qu'on va voir ici. Donc ces jardins sont actuellement en travaux. On a repéré en fait les axes principaux de passage qui existaient par les habitants, pour pouvoir en fait en haut faire un jardin public classique, très simple, intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a les jeux de petits, il y a les boulistes, il y a les jeux de jeunes pour faire de la muscu. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de concertation pour savoir au niveau des usages. Et celui au sud, il était très enclavé. On se demandait comment ça allait bien pouvoir vivre. Et on va en faire un jardin à la fois partagé, un jardin solidaire, pour qu'il y ait toujours quelqu'un en fait, qui soit, et ce jardin sera ouvert quand l'association sera là, pour que ce soit le plus ouvert possible, mais que quelque part, c'est un caractère très différent. On a voulu vraiment marquer la différence entre les deux jardins. Voilà. Alors au niveau des logements, en fait, c'est très important l'image qu'on a quand on rentre dans le logement. Donc vous avez à gauche avant, donc vous aviez des marches, vous aviez une loge qui était complètement fermée, le gardien était derrière son bunker, on ne le voyait même pas. Problème d'accessibilité, personnes à mobilité réduite qui ne concerne pas simplement les personnes en fauteuil roulant, mais les mamans avec poussette, les caddies de course, enfin tout ça, c'était pas très pratique. Et donc du coup, on a transformé, vous voyez, en relativement peu de choses, en créant une ouverture sur la rue, une rampe très douce, et surtout une qualité paysagère, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une pauvre petite jardinière devant. Et là, on a fait effectivement des vraies résidences autour des logements. Et c'est des jardins qui, du coup, doivent aussi, ces jardins, avoir mais qui ont un minimum d'entretien, en fait, pour les charges des locataires et qui requalifient énormément, sachant que les habitants aimaient beaucoup le côté paysager de départ quand ils sont venus s'installer. Et c'était un atout. Donc on a voulu s'appuyer sur cet atout-là pour pouvoir créer des jardins au pied des résidences. Au niveau thermique,
En fait, on a fait des isolations par l'extérieur, mais en gardant l'architecture, c'est-à-dire qu'on voit à peine, on voit pratiquement pas la différence, sauf que c'est plus propre avec les ravalements extérieurs. Donc, on a conjugué l'aspect technique d'isoler par l'extérieur avec le côté noir-blanc qui existait avant. Et ça a gagné en force. Alors, en termes d'intervention, là c'est ma dernière, c'est bon. On a beaucoup travaillé. Alors, bon, je pense que vous êtes plus ou moins impliqués, enfin vous pouvez être impliqués dans les éléments de quartier. Donc avec les conseils de quartier et avec la gestion urbaine de proximité, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, gestion urbaine de proximité. Donc on a monté tous les 2 mois, on réunit les associations, les services du bailleur, les services de la ville de Paris, pour pouvoir travailler ensemble, parce que les problèmes, ils sont toujours aux interfaces. Donc au départ, on a parlé des problèmes de déjection canine, de jet d'objets par les fenêtres. Voilà, on était un peu dans comment on allait faire pour pouvoir sensibiliser la population. Et puis en fait, après, je me suis appuyée sur cette force, parce que c'est des gens qui connaissent très bien en fait les habitants, qui peuvent nous dire mais attendez, les habitants, vous rêvez, c'est pas du tout ça qui est attendu et compagnie. Et donc du coup, je m'en suis servi en termes de concertation pour leur dire mais à votre avis, qu'est-ce qui serait intéressant, qu'est-ce qu'il faut développer, est-ce que ça risque de marcher, enfin il y a des chances plutôt pour que ça marche ou pas. Après, en phase travaux, il y avait parfois beaucoup de plaintes d'habitants par rapport au bruit, par rapport à je sais pas quoi, donc ça nous permet tout de suite de réagir. Et puis après, en phase d'exploitation, on a ouvert un terrain de sport. Les jeunes font un peu trop de bruit la nuit. Il y avait un scooter volé, donc ils faisaient la Java sur le secteur. On a réussi à faire mettre un truc anti-scooter pour corriger le tir. Donc, et c'est très important d'avoir cet appui local, parce qu'on peut faire des projets complètement désincarnés. Ils sont très jolis sur le papier, mais ça ne correspond pas au site et aux gens qui sont dessus. Et nous, on a voulu incarner un projet. Ils sont contents, les gens, aujourd'hui? Alors, exactement. On a eu des enquêtes de satisfaction. Alors déjà, les gens votent, alors qu'avant, ils ne votaient plus. On leur parlait de projet, ils nous disaient non, mais vous n'allez jamais nous le faire, on le sait, on nous balade depuis des années, je ne sais pas quoi. Bon. Donc là maintenant, il y a un réinvestissement au niveau associatif. Et en fait, il y a une enquête de satisfaction qui a été faite par le bailleur, qui est très concluante. Et donc je pense qu'il y a vraiment adhésion par rapport au fait que on a bien considéré les attentes, on a visé juste. Alors il y a toujours des choses à recoller et compagnie, mais l'esprit du projet a été là. Et surtout, on a fait en travaillant ensemble à la fois les maîtres d'ouvrage, donc ceux qui commandent l'opération, pour dire quel sens on donne au projet, et aussi après les différents architectes qui ont dû travailler les uns avec les autres. C'est-à-dire mon paysagiste des Parcs et Jardins, qui est un paysagiste interne, a dû caler avec l'architecte de Paris Habitat. Donc en fait, il n'y a que Paris Habitat comme bailleur, ça j'ai oublié de le dire, pour pouvoir que l'entrée du square corresponde à une entrée d'immeuble, que ça a un sens. Parce que sinon, en fait, la ville, c'est un désordre, parce que chacun fait les choses dans son coin, et nous, on a essayé de mettre une cohérence, et le fait que ça soit beau, sans être trop, comment vous expliquer, trop ostentatoire, vous voyez, pas forcément quelque chose de trop luxueux, mais quelque chose de décent. Et il y a un signe, c'est que c'est respecté. C'est-à-dire, depuis 2007, on a ouvert les halls, donc on a fini de faire les halls dans les tours, et on n'a pas de dégradation. On est tous très curieux, et je crois que je peux signaler qu'il y aura une balade urbaine à la Cité Curiale. Mais c'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Voilà. Je voulais vous demander quand même, qu'est-ce qui reste de cette ville moderne dont vous parliez, des années 70 ? Alors, ce qui reste, c'est... Sur quoi vous vous êtes appuyé ? Qu'est-ce que vous avez conservé ? Qu'est-ce qui a été cassé ? Alors, effectivement, donc on n'était pas sur une dalle. Donc, en fait, du coup, c'était assez simple. C'est tours sans dalle, hein ? C'est des tours sans dalle. Enfin, il y a un parking sous le terrain de sport. Il y a un parking, mais qu'on ne voit pas, qui au niveau... Enfin, je veux dire, ça ne change pas les questions de nivellement. Donc, c'était assez simple de travailler les liaisons avec la ville, parce qu'on était au même niveau. On s'appuyait sur la force architecturale du graphisme, parce qu'à un moment, le bailleur voulait nous faire un ravalement avec toutes les couleurs. En faisant un graphiste, on leur a dit non, noir et blanc, vous restez au maximum. Enfin, on a fait des réunions sur place. Et mon rôle en tant que chef de projet urbain, c'est de dire que c'est très important de garder cette force architecturale. C'est pas la peine de mettre de la couleur partout. Voilà. Après, les logements sont de bonne qualité. Le bailleur donc, a changé les porte-panières, l'électricité, la plomberie en parallèle pour conserver. Parce qu'on n'était pas sur une démolition en disant c'est de la bonne qualité. Franchement, sans logement à vider, on aurait mis 20 ans en plus à vider les logements, parce que les gens ne bougent pas, ils sont bien là. Et donc du coup, c'était aussi une question de réalisme. Donc on s'est plutôt appuyé sur les qualités du bâti, voilà, qui étaient très appréciées en fait des habitants, le fait d'avoir une belle vue
On a une vue sur le Sacré-Cœur. Enfin voilà, on a une vue sur le Grand Paris. Et les habitants aiment beaucoup. Et puis l'attachement aussi des habitants à leur quartier, qui est vraiment réel. Et tout fonctionne aussi en bulle. Comme c'est encore très enclavé, tout se sait très vite. Il se passe quelque chose, enfin, voilà. Donc ça ne fonctionne pas comme dans une ville normale où vous pouvez avoir quelque chose qui se passe, un immeuble qui se vend, et puis voilà, on est plus anonyme dans une ville linéaire. Là, on est quand même dans une question d'ensemble. Donc on s'est plus appuyé sur ces éléments-là. Et Valérie, vous disiez que malgré le travail énorme de rénovation, requalification de cet ensemble, vous aviez du mal à faire venir des bureaux, par exemple. Alors en fait, on a une gare de l'autre côté, près des voies de chemin de fer, qui va être créée, qui est actuellement en travaux. Et en fait, on a prévu 2 immeubles de bureaux pour pouvoir arriver à avoir un équilibre. Vous savez, la ville idéale, il y a des logements, et puis normalement, il y a des bureaux, des commerces. Et là, il nous manquait les bureaux. Donc on s'est dit, on va essayer de créer de l'emploi, d'essayer de faire en sorte que ça vive à plusieurs moments de la journée. Et en fait, donc, c'est 2 terrains que vend la ville de Paris en partenariat avec RFF. Et les promoteurs, quand ils voient l'aspect cité, ils ne rentrent pas. Et les preneurs, ils ne viennent pas louer des locaux là. Mais ils se déplacent pour ça ? Alors, ils vont voir le reste, c'est-à-dire Paris Nord-Est et compagnie, mais il y a une sorte de peur. Et alors que vous allez à Stalingrad, les statistiques de sécurité sont plus embêtantes que ce qu'on a. Moi, je ne suis pas dans la zone de sécurité du 19e, par exemple. Et donc, en fait, on a, par rapport à ce que disait Mme Picon-Lefebvre, en France, tour égale social, égale drogue, égale problèmes sociaux, égale insécurité. Et on est dans un copier-coller, alors qu'en Angleterre, une tour peut très bien vivre, que les bars à Montparnasse, avec effectivement une population de cadres, il n'y a aucun problème. Les tours de front de Seine aussi, parce qu'effectivement, et que les problèmes que j'avais étaient un problème d'entretien des espaces extérieurs. Là, on a rénové, mais c'était surtout une fragilisation du lien social. Il y a des personnes qui ne savent pas comment vont finir leur mois. Et ça, je veux dire, c'est ça qui perturbe. Plus problème lié à certains jeunes, mais il n'y en a pas tant que ça, qui font un peu le bazar. Mais c'est plus un problème social. Donc on a voulu capitaliser, faire le lien entre le social et l'urbain, parce que c'était la condition réussite. Et si vous faites uniquement des ravalements sans traiter le social en parallèle, ça ne marche pas. Si vous faites que traiter du social en faisant des fêtes de quartier et que ça reste toujours pourri pareil, parce que l'avantage, c'est que tous les 2 mois, ils venaient, et s'il y avait des bancs pas réparés, s'il y avait des tas de gravats partout, on signalait à la propreté 1 fois, 2 fois, après ils se faisaient engueuler en réunion de gestion urbaine de proximité avec la présence de la mairie d'arrondissement, et ça filait doux. Donc aussi, c'est qu'on s'est aussi beaucoup plus nous intéressé à ces quartiers. Et donc c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on a fait à Paris, c'est de croiser cet urbain et le social. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Merci Valérie. Vous lancez un appel. Vous voulez dire un mot encore ? Non, voilà, vous lancez un appel. Il y a donc des bureaux à louer. Hein ? Les bureaux, on va les construire. Il faut les construire. Le promoteur veut bien, enfin les investisseurs veulent bien aller que s'il y a quelqu'un qui vient les occuper. Voilà, il faut un premier occupant, quoi. Voilà, exactement. Merci beaucoup.